Alors s'il y a bien un auteur important en ce qui concerne la montée en puissance de l'absolutisme et l'entrée dans la modernité politique, c'est bien sûr Nicolas Machiavel. Nicolas Machiavel qui est né en 1469 et décédé en 1527. Machiavel qui est florentin. Il est né à Florence et ce n'est pas n'importe où, Florence, à la Renaissance, c'est la ville humaniste par excellence. C'est là, précisément, que la Renaissance a commencé et que vont se succéder les plus grands artistes de l'époque. Raphaël, Botticelli, Michel-Ange sont par exemple des contemporains de Machiavel. La ville est dirigée au XVe siècle par l'une des familles les plus riches d'Europe, la famille des Médicis, et notamment par Laurent de Médicis, surnommé Laurent le Magnifique. Alors c'est une famille richissime qui a fait fortune dans la banque, puis qui a conquis le pouvoir à Florence. Et Laurent de Médicis est également un fin lettré, un poète et un grand mécène. Il soutient les arts et les lettres. Et Machiavel, dans ce contexte justement favorable, a reçu une éducation humaniste. Et cette éducation humaniste lui a donné un goût très prononcé pour l'Antiquité, et précisément pour l'Antiquité romaine. À la fin du XVe siècle, le pouvoir des Médicis est remis en cause et une république est instaurée provisoirement à Florence. Et c'est dans ce contexte politique que Machiavel, qui a alors moins de 30 ans, va faire ses premières armes dans le monde politique. Il entre au gouvernement de la cité et va rester 14 ans au service de Florence. Cependant, en 1512, les Médicis reviennent au pouvoir et commencent pour Machiavel une période de disgrâce. Il est un temps emprisonné et puis il est contraint à l'exil. C'est justement dans cet exil qu'il va commencer à écrire son œuvre. Et Machiavel a notamment pour projet de revenir dans les bonnes grâces des Médicis. Et donc pour ce faire, il doit intéresser les nouveaux maîtres de Florence. Et c'est dans ces circonstances qu'il va écrire son livre majeur, qui est Le Prince. Le Prince, justement, dédié à Julien et Laurent de Médicis. Cependant, Le Prince n'est pas publié du vivant de Machiavel. Et pire encore, ses destinataires ne le liront jamais. À la fin de sa vie, Machiavel va retrouver quelques fonctions mineures dans le gouvernement de la cité, parce que c'est quelqu'un d'éminemment compétent, mais rien de décisif. Et lorsqu'il meurt en 1527, il laisse une œuvre qui est à peu près inconnue, mais qui allait susciter une révolution dans le monde des idées. Quand Machiavel meurt, c'est un non-événement. Il est inconnu de son vivant et personne véritablement n'a lu Le Prince ou un public extrêmement confidentiel. Alors, cette œuvre rédigée par Machiavel, qui comprend Le Prince, comporte aussi d'autres ouvrages. Machiavel a aussi écrit L'Art de la guerre, qui est le seul livre qu'il ait publié de son vivant. Mais il a aussi écrit des histoires florentines qui font l'éloge de la famille Médicis. Et outre Le Prince, il a écrit une œuvre politique intéressante qui est le discours sur la première décade de Tite-Live. Le discours sur la première décade de Tite-Live. Tite-Live, c'est un grand historien romain, et Machiavel fait un commentaire de Tite-Live. Alors intéressons-nous précisément maintenant au Prince.
car Le Prince est bien sûr son œuvre capitale, celle qui va assurer sa postérité. Le livre a d'abord circulé sous forme manuscrite pendant longtemps, puis Le Prince a été édité après la mort de Machiavel, et cette publication a provoqué un scandale et marque une rupture dans la pensée politique. Pourquoi ? Parce que Machiavel introduit une manière complètement nouvelle d'envisager les questions politiques. Une manière si nouvelle que, encore aujourd'hui, le nom de Machiavel reste associé à un certain comportement, à une pratique du pouvoir. On parle du machiavélisme. Le machiavélisme étant une vision désenchantée, calculatrice de l'action politique. Une vision qui, a priori, laisserait de côté la question des fins du pouvoir pour se concentrer sur celle des moyens. Mais en réalité, quand on lit l'œuvre de Machiavel, on se rend compte que c'est beaucoup plus subtil que ça, que c'est un immense penseur du politique et qu'il ne peut pas être réduit à quelques a priori, à quelques préjugés sur son œuvre. Donc essayons d'éclaircir sa pensée. Machiavel, déjà, fonde une approche réaliste de la politique. Dans le discours sur la première décade de Tite-Live, son commentaire justement de l'historien romain Tite-Live, c'est un ouvrage qu'il a écrit à peu près en même temps que Le Prince. Et dans ce discours, Machiavel exprime une admiration à l'égard de la Rome antique et un peu à l'instar de Polybe, une admiration pour le régime mixte. Le régime mixte étant celui dans lequel, dit-il, le prince, les grands et le peuple gouvernent ensemble l'État. Toutefois, Machiavel observe que les régimes mixtes résistent mal à l'épreuve du pouvoir. Ils résistent mal à la pratique. Pourquoi ? Parce qu'un régime mixte est souvent tiraillé entre ses différentes composantes, entre la composante démocratique, entre la composante monarchique ou aristocratique. Et donc, quand bien même ce régime serait applicable en certains lieux, il ne l'est pas partout. À Florence, par exemple, la vie politique a montré les limites d'une telle approche. La République qui a été mise en place pendant une quinzaine d'années n'a pas résisté dans la durée. Ainsi, pour Machiavel, la recherche du meilleur régime politique, recherche qui pouvait emballer les penseurs antiques, revêt pour lui un caractère accessoire. C'est finalement secondaire de se demander quel est le meilleur des régimes politiques. Il faut avoir une approche beaucoup plus réaliste, concrète du politique. Alors justement, quels sont les objectifs pratiques de Machiavel ? Son premier objectif, c'est d'unifier l'Italie. Machiavel est l'un des premiers penseurs à œuvrer pour un projet qui n'aboutira que bien plus tard, au XIXe siècle, le projet de l'unité italienne. La péninsule italienne est alors divisée en de multiples principautés, de multiples cités, et il n'y a pas d'unité politique. Et il observe que des puissances étrangères, comme la France ou l'Espagne, parviennent à dominer la péninsule italienne du fait de sa division, de son éclatement. Or, qu'est-ce qui fait la force des puissances étrangères, des puissances rivales ? Eh bien, c'est d'être unis, d'après Machiavel, autour d'une idée qui commence à être une forme de nation. Français et Espagnols sont unis par un sentiment d'appartenance à un même ordre politique. Et ils jugent que l'unité doit être le projet politique prioritaire dans la péninsule italienne. C'est l'unité qui donnera sa puissance à l'Italie, ce qui n'est encore, bien sûr, qu'un projet extrêmement vague.
Alors l'expression la plus caractéristique de cette puissance et de cette unité passe par les armes, par l'armée. Machiavel, qui a écrit L'art de la guerre, estime que l'une des grandes faiblesses des cités italiennes est de ne pas avoir d'armée puissante pour garantir l'ordre et la sécurité. Il faut donc, selon lui, une armée nationale qui recruterait parmi tous les citoyens d'Italie. Et cette armée ne doit pas simplement avoir une finalité défensive. Pour Machiavel, une puissance politique ne doit pas se contenter d'exister, de se défendre. Elle doit aussi rechercher l'expansion de ses frontières. Seule la cité qui cherche à s'agrandir est garantie de ne pas périr. Seule la cité qui cherche à s'agrandir est garantie de ne pas périr. L'expansionnisme est donc une condition d'existence de toute puissance politique. Machiavel se fonde ici sur l'exemple de l'Empire romain. Tant qu'il grandissait, tant que les frontières de l'Empire étaient agrandies, l'Empire était glorieux, l'Empire était prospère. Mais à partir du moment où l'Empire s'est figé, où l'Empire romain est devenu uniquement défensif, eh ben, il a commencé à décliner et ça a provoqué, plus tard, sa chute. Donc le projet de Machiavel est de former une Italie unie, armée et déprétrisée, c'est-à-dire où la religion sera remise à sa juste place, où le pouvoir clérical, le pouvoir des prêtres sera amoindri, affaibli. Alors lorsqu'on lit Le Prince, on voit que Machiavel se fonde sur des exemples concrets, sur des personnages historiques qui l'ont marqué. Et un des héros de Machiavel a tenté d'établir une forme d'unité italienne avant l'heure. Ce héros, c'est César Borgia. César Borgia. Alors César Borgia vient d'une famille extrêmement puissante, extrêmement riche, et ce n'est pas n'importe qui, c'est le fils du pape Alexandre VI. Alors déjà, nous, ça nous surprend. Hein. En principe, quand on est pape, on n'a pas d'enfant. Hein. Bon. Ça vous donne déjà une idée du personnage. Le pontificat d'Alexandre VI a été l'objet de scandales majeurs, puisque Alexandre VI a eu 6 enfants de 2 femmes différentes et une vie complètement dissolue, et donc en complète opposition avec ses fonctions. On n'imagine pas un pape avoir 6 enfants. Et chez les Borgia, on fait clairement de la politique. Et donc on est dans des luttes de pouvoir, dans des luttes de conquête, et finalement devenir pape, c'est avant tout une fonction temporelle, une position qui permet de renforcer ses prérogatives et la position familiale. Et César Borgia, alors pour vous donner une idée, il est né en 1475 et il est mort en 1507, donc c'est un contemporain de Machiavel. César Borgia a tenté de réunir par des guerres de conquête les États pontificaux, les États du pape, avec la Toscane et la Lombardie. C'est pour ça que Machiavel le prend pour exemple. Sauf que César Borgia est très loin d'être un saint, même si c'est le fils du pape. Borgia est principalement connu pour sa brutalité, pour ses crimes, pour sa manière odieuse, perfide d'exercer le pouvoir. Et c'est en suivant ce modèle de Borgia que Machiavel construit peu à peu sa méthode d'analyse, fondée sur le réalisme politique. Il introduit ici une perspective vraiment nouvelle et qui va être au fondement de la science politique moderne. Machiavel est aussi un auteur majeur puisqu'il est considéré comme l'inventeur du terme d'État. En tout cas, il est parmi ses précurseurs. Jusqu'alors, on employait l'expression, je le dis en latin, de status rei publicae, qu'on peut traduire en français comme l'état des affaires publiques.
l'état des affaires publiques avec un E minuscule. D'accord? C'est l'état des affaires publiques. Comme aujourd'hui, on pourrait parler d'un état de santé, d'un état de la société, un état des comptes bancaires, vous voyez, avec un E minuscule. Et Machiavel va être parmi les premiers à employer le terme de manière autonome. Ainsi, l'État avec un E majuscule, en quelque sorte, fait son apparition. Machiavel s'efforce de distinguer la politique de toute autre considération religieuse ou morale. Il remet ainsi en cause une approche de la politique qui dominait en Occident depuis plus de 12 siècles. Toute l'approche médiévale de la politique, où en fait droit, politique et religion sont intimement liés. Machiavel met tout ça de côté, il perçoit l'État comme une donnée purement séculière, purement laïque, et totalement séparée de la religion. Il ne va pas, dans Le Prince, faire comme dans ses autres ouvrages qu'on pouvait lire avant Machiavel, ces miroirs du prince, des miroirs du prince qui, en fait, expliquaient, vantaient comment un prince doit se comporter conformément à la morale, à la vertu, à la religion. Là, Machiavel ne va pas essayer, en fait, de dresser un portrait idéal du prince. Il va essayer d'avoir l'approche la plus réaliste et concrète possible. Et l'approche de Machiavel est également empirique. Il se demande comment faire concrètement pour prendre le pouvoir et pour le conserver. Comment faire pour avoir la stabilité politique? Comment avoir un État stable? Et plutôt que d'aller chercher des réponses dans la religion ou dans la morale, Machiavel considère qu'il faut se fier à la nature humaine. La politique est chose humaine. Si on veut gouverner les hommes, il faut déjà bien les comprendre. Il faut comprendre leur psychologie profonde. Alors, quelle est son approche de la nature humaine? Machiavel développe une anthropologie pessimiste. Machiavel ne veut pas voir les hommes tels qu'ils devraient être. Machiavel veut voir les hommes tels qu'ils sont, véritablement. Or, pour Machiavel, les hommes sont essentiellement vicieux, dans le sens où ils sont porteurs de vices. Ils sont plus vicieux que vertueux, pour Machiavel. Pour Machiavel, et il est très pessimiste, justement, dans son approche de la nature humaine, les hommes sont naturellement ingrats, changeants, cupides, timorés, dissimulés. Et ces vices qu'on attribue généralement à des tyrans, Machiavel juge que chaque individu les a en chacun de lui. Et finalement, la seule différence entre un tyran et un homme ordinaire, c'est que le tyran a le pouvoir. Et donc il a les moyens, en quelque sorte, de satisfaire ses vices, alors que l'homme ordinaire a les mêmes vices, mais n'a pas les moyens de les satisfaire. Alors, conscient des vices de chaque individu, le prince doit adapter sa politique et savoir utiliser les vices qui se trouvent dans la nature humaine. Et donc, le prince doit avoir un regard extrêmement froid sur l'être humain. Pour Machiavel, la vertu n'existe presque pas. La plupart des actes vertueux ont, dans le fond, un intérêt. On réalise un acte vertueux rarement gratuitement, mais pour, par exemple, améliorer l'image qu'on a de soi-même ou l'image qu'on veut renvoyer en société. Ainsi, les hommes sont exactement comme les animaux, d'après Machiavel. Ils recherchent leur intérêt propre. Et donc, rien n'empêche de gouverner les hommes comme d'autres animaux. C'est-à-dire par la force, mais aussi par la ruse. Par la force et par la ruse. Ainsi, Machiavel écrit que le prince doit se comporter à la fois comme un lion, en utilisant la force, mais aussi comme un renard, en utilisant la ruse.
Alors bien qu'il n'utilise pas l'expression, Machiavel introduit la notion de raison d'État. C'est un principe d'action fondé sur le réalisme politique. Cette raison d'État exige la consolidation de l'autorité politique, par exemple de l'autorité royale, et ouvre la voie à l'absolutisme. Même si la formule ne se trouve pas dans Le Prince, sa pensée est souvent réduite, parfois à l'excès, à l'expression suivante: la fin justifie les moyens. La fin justifie les moyens. Et d'ailleurs, dans Le Prince, on trouve une phrase qui est proche. Il dit « Ce que l'on considère, c'est le résultat. » Ce que l'on considère, c'est le résultat. Donc l'idée de Machiavel, c'est que la politique est faite d'apparence, et ce qui va véritablement compter, c'est la conséquence, c'est les résultats, c'est la fin. L'histoire est écrite par les vainqueurs. Les vaincus n'ont pas le droit au chapitre. Donc ce qu'il faut, c'est gagner, c'est l'emporter. Ensuite, tout n'est question que de moyens. Or, Machiavel considère que la religion ou la morale, en quelque sorte, font obstacle à des objectifs politiques, puisque on ne peut pas utiliser tous les moyens. Or, l'approche de Machiavel n'est pas de dire qu'il est un génie du mal, hein, et qu'il va montrer quels sont les pires moyens pour accéder à ses fins politiques. Non, Machiavel entend décrire les hommes tels qu'ils sont, et il explique que la plupart des choses qu'il va décrire dans Le Prince sont des choses qui sont déjà connues et pratiquées par des rois, par des empereurs, par n'importe quel prince. Le prince entendu au sens large. Alors justement, nous allons voir maintenant quel est le prince machiavélien. Et à quoi, justement, doit-il ressembler? Comment doit-il se comporter? Machiavel explique tout d'abord que le prince doit présenter plusieurs qualités pour mieux défendre la raison d'État, pour mieux défendre ses objectifs politiques. Alors, quelles sont les qualités du prince? Première qualité, le prince doit être réaliste. Le prince doit se fonder sur la véritable nature humaine. Il doit rejeter toute analyse morale ou religieuse qui l'induirait en erreur. Il ne doit pas voir ces sujets tels qu'ils devraient être, mais tels qu'ils sont. Je vous l'ai dit. Pour faire simple, le prince doit présumer que ces sujets sont mauvais et qu'ils ne vont pas bien se comporter. Parce que le penchant de la nature humaine, pour Machiavel, ce n'est pas d'être vertueux, encore une fois, c'est d'être vicieux. Et plus encore, le prince doit rejeter toute prétention à vouloir perfectionner la nature humaine. Il ne faut pas essayer d'améliorer sa population. Pour Machiavel, contraindre les sujets à être bons, c'est leur nier leur liberté d'être mauvais. Et cela peut se retourner contre le prince. Machiavel considère que les gouvernements qui, justement, essayent de concrétiser la morale, qui sont moralisateurs ou qui essayent de mettre en œuvre des grands principes, par exemple religieux ou hygiénistes, risquent d'être impopulaires. Alors, on peut voir une forme de résonance contemporaine. Tout gouvernement qui essaye, en quelque sorte, de rendre ces individus meilleurs, de les faire vivre de façon plus vertueuse, finalement, va contraindre leur liberté, va devoir imposer un cadre plus strict, des sanctions, et tout ça, bien sûr, va réduire les libertés individuelles, et donc risque d'être, à la fin, impopulaire. Ah, on peut le voir, par exemple, voilà, toute cette volonté publique qui tend en fait à infantiliser les citoyens en leur disant comment ils doivent vivre. Est-ce que c'est à l'État de vous dire qu'est-ce que vous devez manger, est-ce que vous devez faire du sport, comment vous devez vous comporter, quelle doit être votre hygiène de vie? Vous voyez. Et pour Machiavel, à vouloir faire
des individus, des êtres parfaits, en fait, le prince fait fausse route. Il est sûr d'échouer. Il est sûr d'échouer puisque le vice sera plus fort, la tentation sera plus forte. Par exemple, les lois sur la prohibition de l'alcool aux États-Unis dans les années 1930, vous voyez, c'était typiquement un gouvernement qui voulait rendre ses citoyens meilleurs. Bon, finalement, ça a développé le marché noir, la mafia, et puis ça aboutit à un échec. Donc, pour Machiavel, il ne faut pas chercher à transformer les individus, mais les prendre tels qu'ils sont. Donc, il faut être réaliste. Deuxième qualité, le prince doit être pragmatique. Le prince doit s'adapter en permanence aux circonstances. Il ne doit pas se fonder sur des principes généraux, qu'ils soient moraux, philosophiques, économiques ou religieux. Ces décisions ne doivent être justifiées que par des considérations concrètes. Dès que les circonstances changent, la décision du prince ne doit pas hésiter à changer. Gouverner, c'est s'adapter en permanence. Quitte à ce qu'il y ait des contradictions parfois, quitte à ce qu'il y ait des paradoxes. C'est pas grave, c'est l'exercice même du pouvoir. Donc, ce pragmatisme peut mener à des choses graves ou en principe répréhensibles. Mais si la raison d'État le justifie, alors c'est acceptable. Troisième qualité du prince, le prince ne doit pas craindre d'être égoïste. Le pouvoir est quelque chose recherché par tous et le prince doit être ferme dans sa recherche du pouvoir et dans son intérêt. Il doit avoir une vision très certaine de son intérêt et mettre en œuvre toute une stratégie politique qui favorise cet intérêt. Donc il doit tout faire pour que son intérêt personnel, et c'est en ça qu'il est égoïste, l'emporte sur ceux des autres. Sinon il sera renversé, il sera remplacé, il perdra son pouvoir. Quatrième qualité du prince, c'est la dissimulation. Pour parvenir à imposer son intérêt personnel aux autres, le prince doit être un fin simulateur. Il doit savoir agir par calcul et parvenir à s'imposer sans nécessairement faire apparaître toute l'immoralité dont il a fait preuve. Le prince doit cacher ses comportements tendancieux ou carrément ses comportements illégaux ou immoraux. Le prince doit toujours donner l'impression d'être parfaitement moral. Son comportement doit toujours être conforme aux bonnes mœurs. Le prince est donc un acteur qui est constamment sur une scène de théâtre. Le prince ne doit jamais reconnaître qu'il a réalisé des crimes, qu'il en a donné l'ordre, par exemple. Le prince doit toujours être parfaitement propre. Sa réputation ne doit en aucun cas être salie. Et puis Machiavel ajoute une cinquième qualité, plus complexe, qui est ce qu'il appelle la virtu. La virtu, V-I-R-T-U, c'est-à-dire que le prince ne doit pas être vertueux, mais doit être un virtuose de la politique. Vous voyez, virtu, virtuose de la politique. Donc ce n'est pas la vertu au sens où on peut l'entendre à notre époque. Pour Machiavel, la virtu est en quelque sorte un ensemble de qualités qui donnent au prince une force particulière, une chance particulière de conquérir le pouvoir et de rester au pouvoir. Donc la virtu, c'est un ensemble de caractères, bien sûr la force, l'adresse, le brillant, la magnanimité ou même la chance. Alors ça, c'est des choses qui sont en quelque sorte propres à chacun, qui peuvent aussi, auxquels on peut aussi ajouter le charisme, bref, des éléments personnels qui fait que le prince peut être un virtuose. Donc Machiavel
décrit les qualités du prince. Et puis ensuite, il va donner des conseils très pratiques. Et outre ces qualités, Machiavel fait des recommandations. Alors, quelles sont les recommandations de Machiavel? Première recommandation que Machiavel donne au prince, et c'est pour ça que c'est le prince au sens large, hein, c'est-à-dire celui qui aspire au pouvoir ou qui exerce le pouvoir. Hein. Alors Machiavel donne des conseils qui donc sont intemporels. La première recommandation de Machiavel est d'inspirer la crainte. Le prince doit d'abord inspirer la crainte à ses sujets. Alors, bien sûr, lorsqu'on exerce le pouvoir ou lorsqu'on fait de la politique à notre époque, on a envie d'être aimé, on a envie de plaire. Et on le voit, hein, les hommes et les femmes politiques aujourd'hui ont les yeux rivés sur les sondages, sur les codes de popularité. Ils veulent justement être aimés, plaire, être populaires. Sauf que pour Machiavel, alors ça, bien sûr, c'est quelque chose qu'on retrouve finalement à toutes les époques, hein, bien sûr. Qui ne veut pas être aimé finalement, hein? Qui veut être impopulaire? Bon. Mais c'est très difficile pour Machiavel. L'amour ne se commande pas. Vous voulez plaire à quelqu'un, vous aimez quelqu'un, et vous voulez faire en sorte que l'autre personne vous aime en retour, vous allez tout faire pour susciter cet amour. Vous allez séduire cette personne, vous allez agir dans son sens, vous allez faire votre possible, mais ça peut fonctionner. Mais ça peut aussi ne pas fonctionner. Vous pouvez faire tout ce que vous pouvez, mais la personne ne vous aimera pas en retour. Donc, l'amour n'est jamais assuré. Et puis l'amour, en plus, est versatile. L'amour peut être très intense, et puis il peut disparaître. Il peut revenir aussi, mais l'amour est un sentiment qui est changeant. Donc, pour Machiavel, si le prince souhaite être aimé et fonde toute sa politique sur le fait de susciter l'amour de ses sujets, il va complètement faire échec. Il va se tromper entièrement. Par contre, il est beaucoup plus sûr d'être craint que d'être aimé. La crainte est un sentiment certain, un sentiment qui ne bouge pas, qui est stable. Alors, évidemment, Machiavel considère que l'idéal, c'est d'être à la fois craint et aimé. Mais si on ne parvient pas à être craint et aimé, mieux vaut préférer être craint qu'être aimé. Un pouvoir qui est craint est bien plus stable et est promis à une bien plus longue longévité. À une longévité beaucoup plus importante. Deuxième recommandation de Machiavel et qui est liée, bien sûr, il faut inspirer la crainte, mais il ne faut pas inspirer pour autant la haine ou le mépris. Il faut éviter la haine et le mépris. Machiavel ne reprend pas une formule célèbre de l'empereur Caligula, un empereur romain, qui était « qu'il me haïsse pourvu qu'il me craigne ». Qu'il me haïsse pourvu qu'il me craigne. En effet, s'il importe que le prince soit craint, et finalement il importe peu que le prince soit aimé, il doit éviter d'être haï ou méprisé, parce que dans ce cas, ça lui serait nuisible. Si vous détestez quelqu'un, vous allez vouloir sa chute, vous allez vouloir le renverser, vous allez souhaiter sa mort. Donc il faut trouver un équilibre. Vous voyez, il faut être craint sans être détesté, sans susciter la haine. Ça, c'est très important. Alors, comment est-ce qu'on ne suscite pas la haine? Eh bien, déjà, en dissimulant toutes ces actions immorales ou illégales, en étant un bon acteur, en faisant croire au peuple ce qu'il veut croire. Ce qui nous amène à la troisième recommandation. Pour ce faire, le prince ne doit pas hésiter à être manipulateur. La manipulation est au cœur, d'après Machiavel, de l'exercice du pouvoir. Le prince doit tirer parti de la naïveté de ses sujets pour leur faire accepter ce qui l'arrange.
De là, tout l'intérêt des croyances, de la religion. Le prince ne doit pas hésiter à se servir de la religion pour asseoir son pouvoir, pour asseoir ses décisions, pour les légitimer. Et toute autre justification peut être employée dès lors qu'elle permet de renforcer la décision politique. Dans le même registre, Machiavel donne une quatrième recommandation qu'on peut résumer sous l'expression du bouc émissaire. Quatrième recommandation, le bouc émissaire pour calmer le peuple lorsqu'il y a une catastrophe, lorsque la société traverse un malheur. Le prince ne doit pas hésiter à désigner un responsable. Machiavel considère que tout groupe humain a horreur d'une catastrophe, d'un malheur sans responsable. Il faut qu'il y ait un responsable pour expurger en quelque sorte les difficultés, pour pour tourner la page. Pour Machiavel, peu importe que l'on désigne un coupable innocent à la vindicte populaire, il faut un coupable. Et s'il n'y a pas de bouc émissaire, que fera le peuple? Dans sa colère, le peuple se retournera contre le prince. Et donc si le prince veut rester au pouvoir, il doit trouver un bouc émissaire, et c'est sur ce bouc émissaire que va se concentrer la colère populaire, et non pas sur le prince. Et puis, avoir un ennemi commun, pour Machiavel, est excellent pour la société. Un ennemi commun renforce l'unité sociale, permet de ressouder les individus, et donc il est important pour le prince d'avoir toujours des adversaires, toujours des opposants. Cinquième recommandation, justement, intéressons-nous un peu aux ennemis, aux opposants. Tout prince a forcément des rivaux, des ennemis, des opposants, c'est naturel, puisque le pouvoir est convoité pas seulement par une personne. Machiavel, concernant les opposants, conseille deux choses. Soit détruire totalement les opposants, soit se les attacher. Détruire les opposants ou se les attacher. Machiavel estime que le prince ne doit jamais agir avec les opposants ou les ennemis par des demi-mesures. Si vous humiliez quelqu'un, si vous le mettez à terre, il voudra se venger tôt ou tard. Il voudra prendre sa revanche. Il fera son possible pour vous détruire. Donc, il ne faut pas agir par des demi-mesures. Soit on détruit quelqu'un jusqu'au bout, soit on fait en sorte qu'il passe à votre service. Vous vous attachez ses services. Alors, il y a une forme de résonance avec d'autres idées qu'on trouve dans la culture populaire. Finalement, là, ce que dit Machiavel, c'est ce qu'on peut trouver dans certains films, comme dans Le Parrain, par exemple. Dans le Parrain 2, Michael Corleone dit « Sois proche de tes amis et encore plus proche de tes ennemis ». Ça, finalement, c'est très machiavélien. C'est-à-dire que, bien sûr, les amis sont importants. Il faut être proche de ses amis. Mais la vraie menace, ce sont les ennemis. Et donc, il faut bien connaître ses ennemis. Il faut savoir quels sont leurs objectifs, leur manière d'agir, leur comportement. Et donc, il faut bien se renseigner. Et donc, il est important de les avoir proches de vous. En fait, ce que Machiavel aussi met en avant, c'est que si vous voulez détruire une opposition, rien de mieux que d'inclure cette opposition, finalement, dans votre camp, dans votre majorité. Si vous donnez, par exemple, un poste prestigieux à quelqu'un qui appartient à l'opposition, vous allez forcément affaiblir l'opposition. Et puis, si vous favorisez un ennemi, il vous sera reconnaissant, parce que ce n'était pas du tout gagné d'avance. Et donc, il sera peut-être plus fiable. Allez, justement, on en vient à la sixième recommandation de Machiavel. Lorsqu'on est prince, il faut s'entourer, il faut avoir des gens à son service, des ministres, des hauts fonctionnaires qui vont assister le prince, qui vont permettre l'exercice pratique du pouvoir. Et Machiavel considère que le prince ne doit pas hésiter à favoriser les mauvais. Ça peut nous paraître complètement surprenant, ça. Favoriser les mauvais.
Le prince doit récompenser ses sujets les plus médiocres, car les plus médiocres sauront qu'ils ne tiennent leur pouvoir, leur fonction que du prince, auquel ils seront dès lors plus attachés. Machiavel considère, si vous favorisez des gens qui sont bons, sont compétents, que tout le monde souhaite avoir dans son camp, cette personne va considérer que c'est normal d'être placé à un poste important, ne sera pas reconnaissant. Si vous faites appel à des médiocres ou à des mauvais, la proposition est inespérée. Vous êtes sûr d'avoir des serviteurs d'une extrême fidélité, qui feront tout pour rester à votre service, dans votre camp, qui vont vous défendre corps et âme, puisque de toute façon, il n'y a pas d'autre alternative pour eux, puisqu'ils savent qu'ils sont pas bons. Donc, c'est exceptionnel pour eux déjà d'être à ce niveau-là. Donc, ainsi, le prince va pouvoir s'appuyer sur des gens fidèles, sûrs. Et puis, si vous vous entourez de mauvais, eh ben, vous n'avez pas de rivaux. Vous n'avez pas à craindre l'ombre de personnes qui seraient meilleures que vous. Or, en politique, la trahison est courante. Si vous êtes sûr d'être le meilleur, si vous vous entourez que de personnes qui sont moins bonnes que vous, moins compétentes que vous êtes sûr, en fait, d'avoir toujours le leadership. Vous êtes sûr de toujours l'emporter. Vous n'allez pas craindre, justement, qu'un de vos proches souhaite votre place. Or, ça, c'est quelque chose qui est bien connu et bien pratiqué. Pour, justement, se maintenir au pouvoir, il est préférable d'avoir des gens qui ne vous fassent pas trop d'ombre. On a vu, même dans l'histoire la plus récente, des ministres de l'économie gagner une présidentielle alors que c'était celui qui les avait fait ministres qui était encore au pouvoir. Donc, ça, c'est un point extrêmement important chez Machiavel. Il ne faut pas s'appuyer en priorité sur ceux qui sont bons, mais sur ceux qui sont médiocres. Ainsi, vous le voyez, à travers ses qualités et ses recommandations, ce que propose Machiavel est en rupture complète avec la pensée politique médiévale, avec la pensée chrétienne. On n'a pas du tout une approche vertueuse ou morale. On a une approche extrêmement désabusée du pouvoir. Alors bien sûr, ce que dit Machiavel dans Le Prince va susciter des réactions considérables. Déjà, les réactions vont être négatives. L'Église, bien sûr, est outrée par Le Prince, qui renonce à toutes les valeurs les plus élémentaires du christianisme, et donc le livre est tout simplement mis à l'index. C'est-à-dire que le livre est censuré. Il est mis sur la liste des livres interdits. Et puis on a des penseurs, notamment des membres du clergé, qui vont écrire pour réfuter les thèses de Machiavel, pour expliquer à quel point Machiavel s'est trompé. Et puis cette volonté de réfuter Machiavel va durer un certain temps. Par exemple, le roi de Prusse Frédéric II, au XVIIIe siècle, écrit l'anti-Machiavel. Imaginez, il est au pouvoir et il écrit un texte pour expliquer à quel point Machiavel s'est trompé et que, au contraire, il faut agir différemment. Donc ça montre la résonance extrêmement forte de l'œuvre de Machiavel. Et on reproche à Machiavel d'avoir appauvri la philosophie politique, de la réduire en quelque sorte à une forme de manipulation centrée sur l'exercice la plus immorale du pouvoir, la plus sombre du pouvoir. Le livre, donc, lorsqu'il est mis à l'index par l'Église, bien sûr, voit sa diffusion un peu limitée, mais il va continuer à circuler, à être imprimé clandestinement, à circuler sous le manteau. Et au XVIe siècle, le livre devient un succès. Le livre est lu, et notamment, il va être lu par des hommes de pouvoir. Des hommes de pouvoir qui trouvent que, bien sûr, l'œuvre de Machiavel peut surprendre,
et elle est surprenante puisque c'est une œuvre révolutionnaire, mais que Machiavel dit des choses qu'au fond, ils pensaient en eux sans avoir jamais la possibilité de le dire. Quand on lit Le Prince, il y a constamment des rapprochements qui peuvent être faits avec même l'actualité la plus récente. C'est ça qui rend ce livre aussi intemporel, c'est que ce n'est pas le prince de la Renaissance, c'est l'homme de pouvoir en général, quel que soit le lieu ou l'époque. Et l'ouvrage va peu à peu avoir une réception favorable, notamment chez les partisans de la monarchie absolue. Puisque, justement, ce que met en avant Machiavel n'est pas foncièrement nouveau dans l'esprit de ceux qui exercent le pouvoir et qui connaissent la difficulté du pouvoir. Et en théorisant ces idées, Machiavel a donné en quelque sorte une légitimité à ces pratiques. En tout cas, on peut réfléchir sur ces pratiques. Et donc on a de hauts personnages comme Richelieu, comme Henri IV, qui vont se réclamer de Machiavel. Et puis on a des théoriciens politiques qui vont admirer l'œuvre de Machiavel, et chacun va développer une interprétation singulière de Machiavel. Par exemple, Rousseau voit dans le travail de Machiavel en quelque sorte une feinte. Le Prince aurait, d'après Rousseau, exposé de manière délibérément choquante les excès du pouvoir monarchique afin de mieux les dénoncer. C'est une vision qui lui est très propre. Et puis ensuite, Machiavel va avoir une réception chez quasiment tous les penseurs du politique. Il va devenir un incontournable, quelle que soit la couleur politique, de l'extrême gauche à l'extrême droite. Parce que c'est le penseur du pouvoir tel qu'il est, du pouvoir sans phare, du pouvoir véritablement nu. Et ce qui donne à Machiavel toute son actualité, c'est que, justement, le politique apparaît sans décorum. Le politique apparaît entièrement libéré, entièrement émancipé de la religion, de la morale, et est perçu d'un point de vue pratique. Encore une fois, c'est pas la question du meilleur régime politique ou de la meilleure manière de gouverner de façon vertueuse. Non, c'est comment, concrètement, on gagne le pouvoir, comment est-ce qu'on exerce le pouvoir, comment est-ce qu'on se maintient au pouvoir, et c'est ça qui donne à l'œuvre de Machiavel véritablement une résonance universelle et qui fait qu'encore aujourd'hui, c'est un livre qu'on trouve dans toutes les librairies et qui est massivement acheté plus de 5 siècles plus tard.